Bien, bonjour tout le monde, Patrice Ouellet, ici fondateur de la méthode 48 heures et de l'Académie de la productivité. Eh bien, je reçois aujourd'hui un invité de marque, Romain Collignon. Romain qui est en direct de Paris. Bonjour Romain, Bonjour Patrice. ça va bien? Bah oui, ça va bien. Je pensais qu'il faisait froid à Paris, mais quand tu m'as raconté le temps que vous aviez, je me dis qu'on est des petits joueurs ici. Le mois de janvier, février au Québec, c'est toujours des mois où, d'une semaine à l'autre, on ne sait jamais, mais on sait une chose, à un moment donné, il va faire très, très froid. Ça réveille l'esprit, ça garde l'esprit réveillé. Romain, on va parler aujourd'hui ensemble d'un sujet qui me tient à cœur, mais surtout d'un sujet qui te tient à cœur, qui est un peu la solitude de l'entrepreneur, hein? Ouais, la solitude de l'entrepreneur, c'est notre fer de lance à la fois personnel, mais aussi chez Squared. On va en parler. Euh, C'est un peu, Romain, un paradoxe parce que pour les gens, euh, souvent on se dit, bon, l'entrepreneur, il bouge, il rencontre beaucoup de gens, il n'est jamais seul, il vit pas de solitude puisqu'il est toujours en contact dans la créativité, en train de faire des rencontres, développer sa business. Mais d'un autre côté aussi, puis c'est de ça que tu parles, il y a tout un autre côté, un autre visage aussi à l'entrepreneuriat, hein? Bah, c'est vrai que quand on devient entrepreneur, en tout cas pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas mis le pied dedans dès la sortie des études, par exemple, on se dit, OK, je veux quitter le salariat, je veux quitter peut-être un certain inconfort dans un métier, je vais devenir entrepreneur. Et on imagine l'entrepreneuriat avec euh, comment dire, des succès, avec des choses très positives. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même un métier, si on peut appeler ça comme ça, dans lequel on se retrouve très rapidement seul. Alors seul dans le sens littéral du terme, où on est, par exemple, pour cette industrie des business en ligne derrière son écran. Et même si on connecte sur les réseaux sociaux, il y a quand même quelque chose chez l'être humain ici qui n'est pas nourri, mais aussi on est seul dans les décisions que l'on doit prendre. On n'a pas forcément des équipes avec soi. On est seul à la machine à café. On va juste dans sa cuisine chercher son café. Et en fait, ça, effectivement, cette solitude, on ne l'aperçoit pas forcément quand on devient entrepreneur, mais au bout d'un moment, ça devient assez pesant et à tel point que ça peut même devenir très négatif dans à la fois le développement personnel humain de l'entrepreneur, mais aussi pour l'entreprise. Absolument, Romain, tu as tellement raison. Juste avant qu'on tombe dans le vif du sujet, Romain, parle-nous donc de toi un peu. Bon, tu demeures à Paris, mais tu es originaire de où? Tu as des frères, des sœurs. Parle-nous un petit peu de toi qu'on apprenne à te connaître. Alors, je suis effectivement à Paris depuis maintenant 12 ans. Mais comme tu le suggères, je ne suis pas de Paris. C'est l'amour qui m'a fait rester à Paris. Je suis papa, je suis marié, deux enfants et je viens d'un petit village dans l'ouest de la France. Alors au Québec, on pourrait penser à la Bretagne, mais c'est juste avant la Bretagne, entre la Bretagne et Paris. Et je suis entrepreneur depuis maintenant, alors soit on peut dire 2016, soit on peut dire 2008. Quand j'ai commencé en 2008, notamment sur les business en ligne, on pouvait, enfin, c'était pas vraiment un business en soi, mais j'avais quand même cette démarche entrepreneuriale. Et c'est officiellement à partir de 2016 où l'activité aujourd'hui de Squared, qui est l'entreprise que j'ai fondée, vise à justement éradiquer cette solitude et cet isolement de l'entrepreneur sur lequel en fait j'investis toute mon âme et toute mon énergie. Super, Romain. Parle-nous un peu, Romain, justement, je dirais pas du parcours de l'entrepreneur, mais lorsqu'on décide, exemple, de partir sa business, de devenir entrepreneur, souvent on a en tête, bon, la liberté. Mais derrière cette liberté-là aussi, comme on parlait, il y a tout l'isolement, le fait qu'on soit seul. Parle-nous un peu du processus. Comment ça se passe dans l'entrepreneur? C'est quoi les impacts négatifs? Alors c'est vrai qu'on a la chance, nous, de travailler avec des entrepreneurs qui ont un divers degrés de maturité. Et c'est vrai que quand on commence à la base, quand on devient entrepreneur, il y a cet aspect. Alors soit il y a des entrepreneurs qui sont missionnés, ils savent depuis le début qu'ils vont le faire, mais de manière assez régulière aussi, c'est pour éviter quelque chose qu'ils ne veulent plus.
avec ce sentiment toujours justement de plus de liberté. On associe beaucoup l'entrepreneuriat à la liberté, à passer ses journées comme on le souhaite, comme on le veut, etc. Il se trouve que, et Patrice, tu le sais autant que moi, c'est que pour monter un business, eh ben, ça demande du temps, ça demande du focus, ça demande. C'est pas un side project. C'est quand on est entrepreneur, on est autant impliqué à titre personnel avec ses émotions, avec son temps que professionnel. Et au final, on peut très très vite, et nous on le voit assez régulièrement pour vouloir résoudre le problème chez Square, à, euh, à être saturé en fait et à créer une nouvelle prison avec son entreprise. C'est-à-dire qu'on pense que c'est la liberté, mais au final, dans la façon d'opérer, surtout quand on est seul, on se crée une nouvelle prison dans laquelle finalement on pensait être libre, mais au final, on est au four et au moulin. Il y a tellement de choses pour piloter un business, que ce soit marketing, commercial, livraison, admin, finance, que bah, d'une part, quand on est seul à la barre, eh bien, on n'est pas si libre que ça, même pas du tout. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Oui, oui, Romain, puis tu parles de la solitude. Écoute, j'ai vécu moi-même à, tu sais, un poste où j'avais 350 employés. Je relevais dans le fond d'un groupe japonais, donc je me rapportais au président. Et puis, peu importe le niveau, tu as des grosses équipes, il y a toujours une forme de solitude, puisqu'il y a des décisions, des choses que tu as à décider que tu peux pas partager vers le bas et tu n'es pas tout à fait prêt à partager vers le haut encore. D'un côté comme de l'autre, il y a des conséquences. Donc, que ta business soit petite, micro, donc tu es entrepreneur, solitaire, ou que ce soit très gros, il y a toujours une forme de solitude, peu un peu le format. Exactement, effectivement, quand on démarre, ça va être, on a besoin d'être entouré pour peut-être avoir la connaissance. Peut-être aussi se dire, il y a d'autres personnes qui passent par les mêmes problématiques que moi. Et dans ces phases-là d'entrepreneuriat, mais surtout au démarrage, on a besoin de nourrir cette confiance entrepreneuriale. C'est ça qui donne le fuel aux actions. Et c'est vrai que quand tu arrives à ces niveaux-là de, de collaborateurs 350 dans une boîte, euh, bah, tu peux être très entouré sur le papier, mais en fait, on est face à des décisions avec qui on est obligé d'échanger avec des pairs pour prendre les bonnes décisions et on ne peut surtout pas échanger avec les équipes, par exemple. Donc, c'est une autre solitude, mais elle est toujours bien présente. Parle-moi un peu, Romain. Puis écoute, je l'ai vécu moi aussi. Ça fait quoi, 5 ans que j'ai parti l'entreprise 48 heures. Puis comme tu l'indiques, il y a beaucoup de fonctions dans une entreprise, hein, le marketing, les finances, les ventes, les collaborateurs avec qui on veut travailler, la recherche, le développement de contenu, peu importe. Comment est-ce on arrive à pas se perdre dans ça? Parce que quand on est motivé, on a tendance à plus calculer nos heures. Donc, comment toi, comment tu gères ça avec tes clients? On a une approche qui est assez singulière, mais qui a le mérite justement de à la fois libérer l'entrepreneur et libérer le potentiel de croissance de sa boîte. C'est que toutes les décisions qu'un entrepreneur doit prendre, doit être axé sur comment je récupère de la ressource. Alors, derrière ressource, j'entends comment je récupère du temps, c'est une ressource, comment je récupère du focus, c'est-à-dire comment j'enlève de la charge mentale, etc. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on est en croissance ou quand l'entrepreneur a envie de faire grossir sa boîte, il va aller investir peut-être dans des postes marketing, dans des postes de commerciaux. Mais au final, souvent, c'est que ça lui remet encore plus de travail et de responsabilités à sa charge. Donc nous, notre approche, c'est de se dire, OK, euh, quelles sont les activités, les projets dans l'entreprise qui me nourrissent énormément et qui m'apportent énormément d'énergie et qui sont vecteurs de croissance pour la boîte. Ce sont des activités qu'on peut faire tous les jours et à la fin de la journée, on en redemande encore. Et quelles sont les activités qui sont enfin, à la fois chronophages, qui ne nous apportent pas d'énergie, sur lesquelles on est incompétent, et de se dire, OK, à un moment donné, quand on souhaite se libérer, on est obligé de structurer. Alors la structure, c'est les process, les systèmes et surtout les équipes. C'est se dire comment je m'entoure, non pas pour la croissance de la boîte, mais de la croissance personnelle, comment je récupère du temps. Et ce temps que je récupère, là, j'ai l'opportunité eh bien, de les mettre en action sur des sujets de croissance pour la boîte. Mais que c'est une façon de penser qui est différente, mais c'est ce qui fait que, au fur et à mesure du développement d'une entreprise, si on garde toujours sur le fondateur cette idée de le libérer,
eh bien, à la fois, on a des entrepreneurs qui sont heureux et puis des entrepreneurs qui investissent justement tout leur jus créatif stratégique dans la croissance de la boîte. Ce que je comprends, Romain, c'est que tu fais travailler les gens, dans le fond, dans leur zone de talent. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un, exemple, qui n'est pas très talentueux dans les ventes, puis qui n'aime pas beaucoup ça, mais que les ventes, c'est fondamental au développement de son entreprise. Quand il réalise que, OK, c'est pour ça que j'ai de la difficulté, mais en même temps, ça bouffe énormément de temps. Comment est-ce qu'on s'organise quand on fait l'audition de ce dans quoi on est passionné, puis qu'on est bon, puis les choses qu'on doit déléguer? Alors, je ne sais pas si ta question, elle relève de l'entrepreneur ou Oui, de quelqu'un dans l'équipe. De l'entrepreneur, oui, l'entrepreneur. Ouais. oui. Euh, Ça, c'est un travail que l'on fait notamment avec nos entrepreneurs quand ils rejoignent nos masterminds. C'est qu'ils soient très, très au clair sur justement leur zone de génie, sur leurs forces, sur tout ce qui leur apporte de l'énergie. Il y a des tests qui existent et tu dois certainement les connaître, comme le StrengthsFinder, comme le Colby, le MBTI. On cartographie, en fait, déjà, prendre conscience en tant qu'entrepreneur qu'on a des forces et qu'on nous a toujours appris à l'école, alors c'est peut-être pas le cas au Québec, mais en tout cas en France, c'est ça, d'aller travailler ses faiblesses. Or, nos faiblesses sont les forces d'un autre, donc il faut mieux collaborer avec quelqu'un dont ce sont les forces. Et double down, mettre encore plus d'énergie sur nos forces, parce que c'est là où l'entreprise va croître. Donc la première chose, c'est de connaître justement ses forces. Et après, c'est de se dire, chaque entreprise, il y a des modèles d'entreprise, mais chaque entreprise se doit d'être comment structurée autour justement du fondateur, de ses forces et de se dire effectivement là où j'ai des faiblesses, quelqu'un peut collaborer avec moi. D'un point de vue commercial, alors c'est là où tu mets le doigt sur le truc peut-être le plus épineux parce que la meilleure personne qui peut vendre son expertise, son service, son produit, c'est souvent le fondateur. Moi, je sais que j'ai pas cette énergie-là, à titre d'exemple. Par contre, dans l'équipe, j'ai des gens qui le sont beaucoup plus que moi. Et après, notre système commercial n'est pas un système, on va dire, de pure vente, mais c'est vraiment un système relationnel. Et là, par contre, la relation, la connexion, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien pour moi. Donc, on a adapté notre système commercial par rapport à l'énergie du fondateur. OK, c'est bien, c'est bien. J'aime beaucoup ça, Romain. Je l'enseigne, moi aussi, d'une façon différente. Puis c'est ce que j'aime dans ce que tu enseignes. Puis moi aussi, il y a beaucoup de similarités. J'appelle ça les zones de passion et d'obligation. Hmm. Euh, les obligations, parfois, c'est des choses qu'on doit faire qui viennent avec le rôle qu'on a, qu'on n'aime pas nécessairement. Il y en a toujours un pourcentage, mais il ne faut pas que ce soit très élevé, sinon ça fait descendre énormément le niveau d'énergie. Comment est-ce que, comment, Romain, tu t'y prends pour, on sait changer des habitudes, c'est pas facile. Puis le jour où tu fais réaliser à l'entrepreneur qui est très, très fort dans ça, bon, son intuition lui disait peut-être que oui, je sais que je suis bon, mais il va falloir mettre de côté certaines choses qui tirent énormément de jus. Comment est-ce que tu amènes les gens justement à modifier ces mauvaises habitudes-là? Alors ça, c'est peut-être notre sauce secrète. Mais si on reboucle sur le début de notre échange où on parle d'éradiquer la solitude et l'isolement de l'entrepreneur, c'est vrai que nous, chez Square, on est très fan du concept de mastermind, qui consiste à regrouper des entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs et qui ont les mêmes objectifs pour se tirer, je caricature, mutuellement vers le haut. Et une des façons, justement, d'une part, de prendre conscience de ses défauts, c'est pas des défauts, mais en tout cas de ses zones d'ombre, et en même temps comment dire, d'avoir l'envie de changer, c'est d'être au contact de personnes dont le référentiel est complètement différent et qui nous inspirent. Donc, une des solutions, notamment, c'est de passer le maximum de temps entre pairs. Euh, quand on est un petit peu focus dans sa façon de penser, dans ses zones d'ombre, et qu'au final, on va avoir cinq six entrepreneurs avec qui on va beaucoup échanger, qui ont un référentiel complètement différent, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux, l'épigénétique se met en place, et on a tendance naturellement, et sans douleur, c'est ça qui est intéressant, à vouloir adopter les comportements de nos congénères. Donc, une des réponses à ta question, c'est effectivement l'épigénétique, et c'est de se mettre dans les bonnes communautés. Ça, c'est un élément de réponse. Après, j'en ai un deuxième.
c'est tout simplement le coaching, se faire coacher. Encore faut-il avoir envie de se faire coacher, mais je sais qu'en tout cas chez nous et dans notre équipe, quand la personne, l'entrepreneur identifie un point de travail, une zone d'ombre, etc., nos coachs vont aller chercher justement, plus d'un point de vue mindset, de posture de dirigeant, les choses à travailler pour pouvoir se libérer d'abord justement euh, personnellement, pour pouvoir décider à ce moment-là de mettre en place des actions qui vont permettre de travailler plus dans sa zone de génie, par exemple. Parle-nous un peu, Romain, je dirais pas du client type, mais un client qui arrive, qui vient de voir, il arrive dans quel état? Un client qui arrive, disons, dans un état assez de solitude avancée, de fatigue importante, et puis il cogne à ta porte. Comment est-ce que tu peux le récupérer? Comment est-ce que, pour le, tu sais, pour l'auditeur qui nous écoute puis qui se dit, est-ce que je suis proche du burn-out? Est-ce que je suis proche de... Puis parfois, on s'en doute un peu ou on a des signaux, mais on les écoute pas. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Comment, pour le besoin de l'auditeur qui écoute puis qui se demande à quelle étape il est rendu dans tout ça? Alors, je ne sais pas si tous les entrepreneurs qui frappent à notre porte sont en burn-out, mais certains sont, on va dire, en zone de travail bien intense. Et je crois que c'est le premier élément, c'est de se dire, je ne peux pas continuer comme ça. Il y a vraiment cette notion de, je sens il y a quelque chose qui doit changer, mais je ne sais pas quoi. Donc c'est vrai, par exemple, que nous, dans nos contenus, dans tout ce qu'on peut partager, on essaie d'éduquer justement à ça. Parce que je crois que la première, la première chose à comprendre pour un entrepreneur, c'est qu'ils comprennent qu'on peut faire différemment. Et ça, c'est le premier point. Et après, généralement, ce sont des entrepreneurs chez nous qui sont ambitieux, qui sont engagés, qui sont déterminés. Donc, ils ont masse de projets. Et donc, ils ont une frustration de se dire, en fait, j'aimerais vraiment avancer plus vite. Mais avancer plus vite, bah, en fait, c'est se rapprocher du burn-out. Donc, il y a vraiment cette notion de une dichotomie entre j'ai envie de faire plus et j'ai beaucoup de projets sous la semelle. Et en même temps, tout seul, je suis pris à la gorge, je sature. Je sais que je dois structurer, mais souvent entrepreneur et structure, ça ne fait pas bon ménage. Alors nous, oui, c'est notre casquette structurante qui attire beaucoup les entrepreneurs. Ouais, généralement, c'est ça, hein. Tu vois-tu beaucoup, Romain, à quel endroit que l'entrepreneur va sacrifier sa santé, ses relations, son couple, sa famille? Qu'est-ce que tu vois le plus ou c'est un mélange de... Parce que souvent, quand on travaille beaucoup, parce qu'il y a toujours plus à faire, ben, on va mettre de côté un peu sa santé, on va prendre un peu plus de temps, on devrait passer davantage de temps à nourrir ses relations, mais le travail nous amène à poser des gestes où on va de plus en plus dans le travail. Qu'est-ce que tu vois, puis qu'est-ce que tu auras à donner comme conseil? Le travail, ou tout au moins l'entreprise, pour nous, c'est un des axes de développement de la croissance personnelle d'un être humain. Alors certes, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant dans notre société. Des fois, même, on se dit, cette personne est successful, a du succès parce qu'il a un travail où il est bien payé, où il a monté une entreprise Intel. Mais nous, on a vraiment une approche 360 de la réussite d'un être humain. Donc ça passe à la fois dans la santé, la relation, le couple, les enfants, la famille, la spiritualité aussi. Donc on a vraiment cette casquette pro-perso. Donc tout ce qu'on va partager, c'est de se dire, OK, tout part de la vision. On parle souvent de la vision d'entreprise, mais ce qu'on fait faire avec nos entrepreneurs, et c'est d'ailleurs un des enseignements comment dire, de Cameron Herold. Il a un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Vivid Vision. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Non? Mais tout parle de la vision perso, en fait. C'est de se dire, OK, euh, qu'est-ce que je souhaite réussir dans tous ces axes? Et en fait, l'axe travail est une des composantes qui vient nourrir ou satisfaire la vision personnelle. Donc, si de base, on fixe pas une vision pro et la vision perso doit s'adapter pour coller avec la vision pro, non, non, on commence à voir par la vision perso, holistique, 360, et après, on se dit, OK, comment l'entreprise, mon entreprise, peut venir satisfaire le perso. Je vais donner un exemple. Euh, j'adore passer des moments de qualité avec des gens de qualité et autour d'une bonne table et dans des beaux lieux. Ben, il faut savoir que le business model de Square, c'est justement d'aller dans des beaux endroits où on mange bien, avec des entrepreneurs de qualité. Et finalement, le business model même est calqué
sur mes, alors pas forcément ma vision personnelle, mais sur mes valeurs hautes. Ces valeurs sur lesquelles j'ai fait ça depuis que je suis gamin et je sais que à la fin de ma vie, je ferai ça encore. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est tout c'est tout un travail et c'est très, très, très difficile de faire seul, d'arriver à mieux. Moi, j'appelle ça se calibrer, calibrer la sphère professionnelle et personnelle, d'arriver à un endroit où on se retrouve, comme tu parles aussi de spiritualité, d'être sur son X, de sentir que la vie qu'on mène a un sens. C'est pas évident d'embarquer dans ce processus-là, hein? Non, ça peut être douloureux. C'est un peu comme la couche de l'oignon, quoi. C'est, on enlève une couche et puis on est un peu plus centré et puis parfois on a besoin d'aide. Enfin, je ne sais pas si seul c'est possible derrière, mis à part passer son temps à réfléchir à la question. Mais c'est vrai que le concours des autres, d'autres entrepreneurs, de coachs, peut-être même ce podcast pourra faire un petit déclic. Parle-moi donc, Romain, en général, les gens avec qui tu travailles, tu dirais qu'ils travaillent en moyenne combien d'heures de façon je dirais souvent les gens ont tendance à sous-estimer parce qu'il y a un côté négatif à dire qu'on travaille beaucoup, qui est mal vu par la société. Mais selon toi, les gens qui viennent à toi, qui manquent un peu de calibration ou qui travaillent beaucoup parce qu'ils veulent que la business aille bien, travaillent Mhm. combien d'heures par semaine? J'ai envie de te dire, je crois qu'il y a deux teams. Il y a la team je n'ai pas d'enfants et il y a la team j'ai des enfants. OK. Ouais. Parce que la team j'ai pas d'enfants, euh, dans tous les cas, si on ne planifie pas, on va dire, ces moments pour soi, etc., on les remplace vite par du travail. Parce que, en tout cas, chez nos membres, nos entrepreneurs, c'est des passionnés du boulot. Donc, ça peut très, très vite déborder. Et justement, nous, c'est aussi un de notre travail de pouvoir structurer ça parce que quand on est tout le temps en mode travail, on ne se ressource pas. Pourtant, la ressource, c'est remettre du fuel dans l'entrepreneur pour avancer. Et puis après, il y a, on va dire, ceux qui ont des enfants, ou dans tous les cas, il y a des horaires où on ne peut pas, comment dire, ou très difficilement faire empiéter le travail dessus. En tout cas, moi, c'était un gros déclic en 2019 quand je suis devenu papa, où j'ai shifté de l'entrepreneur qui bossait 24/24 tout le temps sur ce projet-là parce qu'il était passionné, à rééquilibrer, comme tu l'as dit, recalibrer le côté perso, et du coup à mettre de la structure dans le business pour toujours satisfaire cette envie de croissance, mais sauf que on comprend que la croissance, elle se fait à travers les équipes. Absolument, non, tu as tellement raison. Puis j'ajouterais à ça, Romain, aussi que il y a des saisons un peu dans la vie. Je regarde mon aujourd'hui, bon, les enfants sont plus grands, mais il y a eu les périodes au début où tu as une nouvelle famille, tu fondes une famille. À un moment donné, tu arrives à une étape où les enfants sont plus vieux, c'est l'adolescence. C'est un autre type d'énergie qui s'apprend Mhm. aussi. Et dans le couple aussi, chacun a ses... Moi, je regarde, j'étais plus habile quand les enfants étaient plus vieux un peu. Et dans la Ouais. période où il était vraiment plus jeune, ma conjointe était bien meilleure que moi. Fait que c'est de bien se connaître dans ça aussi, hein. Écoute, moi, j'ai encore là, je suis début de saison là, au niveau des enfants, mais tu me donnes de la perspective sur les prochaines saisons à venir. Et on le voit effectivement aussi hein, dans l'entrepreneuriat. Je pense que ouais, il y a des âges, il y a des saisons. Euh, Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, on travaille trop, après on travaille un peu moins. Peut-être qu'on va revenir sur le travail après. Tout dépend comment on est nourri. Parle-moi d'un peu, Robin. Toi, dans ton modèle, l'entrepreneur qui vient à toi, est-ce que tu suggères un nombre d'heures où tu lui fais réaliser le nombre d'heures maximum? Est-ce que tu installes comme des frontières pour limiter justement cet empiètement constant-là qu'on a tendance à faire sur la vie professionnelle? Ouais, on a une approche héritée d'un de mes mentors qui s'appelle Dan Sullivan, sur lequel, en fait, l'approche, c'est de se dire, on a trois blocs de temps dans une semaine. On a des blocs qu'on pourrait appeler alors, tu vas me pardonner l'anglicisme, mais de free days. Donc, c'est des blocs de temps sur lesquels, ou même des journées, sur lesquelles, en fait, on l'a dans l'agenda et c'est un rendez-vous avec soi-même pour se ressourcer. On a un autre bloc qui sont les focus days. Donc, c'est des périodes ou des journées sur lesquelles on va investir son énergie pour la croissance de la boîte en mode focus. Et après, on a les buffers.
les buffer days, sur lequel en fait on essaie de cleaner tout ce qu'on a sur notre agenda, les rendez-vous, les réunions d'équipe, pour justement être complètement focus dans les focus days. Et quand bien même on arrive à scinder, à avoir cette espèce de routine dans sa semaine, euh, ce qui est hyper important, c'est de ne jamais trahir un free days. Et quitte à mettre qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps-là, parce qu'on a tendance en tant qu'entrepreneur à se dire, OK, le sport, parce que bon, le sport, ça fait partie, ou ce pot avec des amis, c'est pas grave, je fais le travail à la place, mais en fait, c'est le plus important. On a tendance à l'oublier en tant qu'entrepreneur que c'est la ressource. Nous sommes la ressource la plus précieuse. Donc ça, c'est une façon effectivement de gérer son agenda, mais après, il y en a certainement d'autres. Parle-moi un peu de façon terrain, si on peut dire tactique, Romain. Y a-tu des choses, y a-tu des conseils que tu auras à donner sur comment, exemple, structurer sa semaine ou structurer sa journée pour justement retrouver un meilleur équilibre entre ces trois zones-là? Par quoi tu suggères de commencer? Traquer son temps. Oui, Je pense que c'est toujours exactement. intéressant. C'est dans une phase initiale, hein. Il y a des outils en ligne pour pouvoir le faire, mais euh, ce qu'on aime bien faire, nous, c'est pendant 15 jours d'avoir une timesheet où justement toutes les 15 minutes, on note ce que l'on fait à la mano. Bon, généralement, c'est bien aussi d'avoir un petit outil comme Toggle ou Timelar où tu dois en connaître évidemment d'autres. Et à partir de là, c'est de se dire de cette analyse, bah, quelles sont les tâches justement qui sont dans ma zone de génie, qui donnent de l'énergie, quelles sont les tâches qui sont dans ma zone d'excellence, c'est-à-dire que je sais bien faire, mais si à la fin de la journée je fais que ça, un peu lourd. Et puis après, où est-ce que je suis compétent, je sais faire, mais franchement, si quelqu'un pouvait le faire à ma place, ça serait mieux. Et quelles sont les choses que j'ai dû faire. Tu m'as parlé tout à l'heure, tu disais on doit faire. Je suis pas bon. Bref, si je pouvais m'en débarrasser, ça serait chouette. Bah, rien que ça, dans une démarche initiale de structure de délégation, c'est hyper important parce que souvent on a les œillères, on voit pas ça. Et après, c'est d'avoir cette routine de se dire en fait régulièrement, parce que en tant qu'entrepreneur, en voulant de la croissance, en générant du chaos, eh bien, ce genre de choses reviennent. Alors, c'est peut-être pas les mêmes tâches, etc. Je sais que nous, avec nos membres, on a une routine trimestrielle de ce travail. Alors, des fois, ça prend moins de temps, mais c'est de se dire, OK, comment je peux comment je peux regarder mon agenda? Et au-delà de ce factuel, c'est aussi les émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quelque chose qui nous arrive, qu'on doit gérer. Qu'est-ce qui nous a mis en énergie pendant ce trimestre? Quelles sont les choses, bon, c'était OK, et quelles sont les choses qui nous ont vraiment déplété en énergie? Parce que généralement, derrière ça se cachent justement des tâches, des actions qui pourraient être déléguées à quelqu'un. Donc, on a ces deux aspects. Dis-moi, ouais, dis-moi, Romain, tu sais, quand on installe, on est dans un processus de transformation. On découvre des choses, on découvre des belles choses qu'on aime, on modifie des choses concrètes dans notre quotidien. Et soudainement, les urgences arrivent et tout disparaît ou on revient au point de départ. Qu'est-ce que tu auras donné comme conseil à l'entrepreneur justement qui essaie, mais que constamment il retombe dans l'urgence et se fait prendre toujours dans ce même piège? Ouais, c'est marrant, je regardais un post sur Instagram hier où on expliquait que la première chose pour, je sais plus si c'est avoir du succès, mais c'est la connaissance. OK? Et après c'est la consistance. Donc c'est vrai que comment on fait pour que quelque chose sur lequel on a décidé, ça devient une compétence inconsciente? C'est comment on fait pour l'intégrer? Euh, je crois que une des premières choses, c'est déjà de nourrir le pourquoi, en fait, on souhaite changer quelque chose. C'est-à-dire que enfin, là, on est début février, il y a eu les bonnes résolutions de janvier. Tiens, je vais aller au sport, je vais changer. Mais en vrai, si on n'a pas nourri le pourquoi c'est important pour soi, bah, c'est quasiment impossible de tenir ça sur le long terme. C'est-à-dire qu'une nouvelle habitude va se baser sur la motivation, sur ça demandait de l'énergie et de l'effort. Et l'idée, c'est comment on arrive justement sur quelque chose qui est bon pour nous, à faire en sorte qu'on n'ait plus d'énergie à perdre dans le processus de décision, je vais à la salle de sport, etc. Comment on arrive à automatiser son comportement de manière inconsciente. Et c'est là où finalement on gagne la bataille, parce qu'une fois qu'on l'a fait, c'est comme si on avait un espèce de loquet ou de palier. Et là, après, on peut se réinvestir sur une nouvelle compétence qu'on souhaite acquérir, une nouvelle routine qu'on souhaite. Moi, j'aime bien utiliser une petite parce que j'essaye d'en avoir une chaque trimestre. Et il y a une petite application qui m'aide bien qui s'appelle Productive. Je sais pas si tu la connais, mais qui me permet de checker Non? toutes toutes les OK. bonnes habitudes chaque jour.
Euh, Surtout pour aider au démarrage et que ça devienne une routine. Ça marche pas à chaque J'utilise, fois. ouais, j'utilise Microsoft To Do que j'ai comme configuré à travers des tâches Bah qui ouais, sont des habitudes, puis qui sont récurrentes à chaque jour ou les jours de la semaine, là. Mais effectivement, c'est une très, très bonne façon. Euh, Tu vois-tu beaucoup de rechutes où tu vois une progression constante? Il y a autour tellement de de livres, moi. Romain, sur les habitudes, parce que dans le fond, ultimement, compétence inconsciente, c'est comme une habitude qui est rendue, c'est comme se brosser les dents le matin. On n'a pas besoin d'avoir une Oui. checklist pour le faire. Donc, c'est un processus qui s'installe sur combien de temps et comment vous accompagnez justement là, dans l'entrepreneur dans cette transformation-là, qu'il ne faut pas se le cacher, elle n'est pas facile non plus. Non, c'est vrai. Bah, je crois qu'en fait, la première erreur qu'on peut voir, et on essaie d'être très clair là-dessus, c'est qu'on essaie de développer plusieurs habitudes en même temps. Parce que ça demande une habitude, de prendre des décisions, ça demande de l'énergie, ça demande. Donc la meilleure façon de se planter, c'est d'en démarrer plusieurs en même temps. On dit toujours qu'il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, souvent des deadlines trop ambitieuses, mais aussi que un business, il meurt beaucoup plus souvent d'indigestion que de famine. Donc nous, on a tendance à Ouais. avoir cette simplicité au cœur de tout ce que l'on fait, à la voir dans les projets business, mais aussi dans les choses qu'on souhaite changer. Donc je crois que ça, c'est le premier point sur lequel nos entrepreneurs nous remercient. Et ensuite, et c'est un peu la recette magique, et je reviens dessus, c'est mais quand on veut, on aspire à quelque chose de différent, c'est de se mettre intentionnellement dans un écosystème de personnes pour qui c'est déjà l'habitude. Pour moi, c'est le hack ultime. C'est vraiment le hack ultime parce qu'on change notre référentiel et finalement, les décisions que l'on prend, elles sont liées à ce nouveau référentiel. Ça ne demande pas beaucoup Donc, c'est d'efforts. vraiment les gens, ouais, je comprends, c'est avec qui on s'entoure, dans le fond, qui est vraiment un élément clé, je comprends, hein. Ouais, ouais. Et peut-être la meilleure habitude à prendre et la meilleure routine, quand on est au clair sur ce qu'on souhaite devenir, ce qu'on souhaite changer, ce qu'on souhaite développer, c'est de manière proactive rentrer en contact avec ces personnes-là. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait. En fait, j'ai la chance que les entrepreneurs viennent à moi, donc j'apprends beaucoup à travers nos masterminds de ces entrepreneurs-là. Mais je sais qu'à un moment donné, notamment avec le podcast, j'ai un podcast qui s'appelle Structure, j'allais proactivement interviewer des personnes sur lesquelles j'avais envie de développer des skills, des compétences, des façons de penser. Euh, Ça reste très ponctuel autour d'une interview, mais ça apporte déjà beaucoup. Et effectivement, le summum, c'est de pouvoir être nourri euh, régulièrement de personnes avec qui nous inspirent et qu'on souhaite modeler. Absolument, tu as tellement raison, Romain. Les gens qu'on s'entoure, je pense, comme tu le dis, c'est vraiment dans le haut de l'échelle en termes d'impact. Les lectures qu'on fait, qu'est-ce qu'on consomme comme information. On a la chance Hmm. d'être influencé de la bonne ou de la mauvaise façon. J'aimerais revenir avec toi, Romain, sur un point important qui est le pourquoi. Euh, Dans ma pratique, puis j'imagine que tu le vois toi aussi, c'est pas facile parfois pour les gens de découvrir un peu leur mission de vie qui est au-delà de l'entreprise, qui regroupe l'ensemble de son œuvre, si on peut dire, dans la sphère professionnelle et personnelle. Qu'est-ce que tu auras à donner comme conseil aux gens par rapport à ça qui veulent s'engager dans une démarche de mieux connecter avec le pourquoi? Moi, je pense que déjà, il faut déstresser sur le fait de trouver le pourquoi, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Et déjà de comprendre de base que c'est un processus de vie. Je partageais tout à l'heure la métaphore de l'oignon. Je pense que quand on pense être au cœur de l'oignon, en fait, on vient de se rendre compte qu'on en est encore très très loin. Je sais par contre, il y a quelque chose qui guide énormément, en tout cas, moi, la façon dont j'expérimente ça, et puis aussi nos entrepreneurs, c'est l'énergie, en fait. C'est juste enfin, l'énergie que l'on ressent, c'est-à-dire plus on va ressentir de l'énergie positive, que ce soit dans les interactions qu'on a avec les autres, dans notre façon de travailler, dans notre façon de faire, plus on va suivre un peu cette intuition, euh, plus en fait on arrive sur ces sujets de X. Donc je pense que c'est hyper important d'être connecté à ça, mais de manière pratico-pratique. Le why, le pourquoi, c'est souvent connecté à nos valeurs hautes. Et j'aime beaucoup le travail d'un Américain, je ne sais pas quel est son titre, s'il est professeur, psychologue ou non, c'est Di Martini.
Je sais pas si Oui, tu le connais, voilà. absolument, je connais très bien. Et son travail sur les valeurs, les core values, il l'appelle. Il a d'ailleurs tout un processus qu'on peut trouver dans ce bouquin, même gratuitement, je pense, en ligne, qui consiste à se dire, à se poser des questions vraiment toutes bêtes, de se dire dans quoi je dépense le plus d'argent, dans quoi je passe le plus de temps, de quoi mon environnement est le plus. Alors, si on regarde derrière moi, alors, peut-être qu'on n'aura pas l'audio, mais il y a des Lego, il y a des livres. Et c'est assez marrant parce que pour un mec qui fait de la structure, moi j'adore passer. J'en ai encore acheté un ce week-end, enfin tu vois. Donc, moi quand j'ai compris qu'effectivement je dépensais beaucoup d'argent dans les Lego et je savais pas pourquoi, c'est que derrière ça venait nourrir une valeur haute qui était la structure. La structure pourquoi? C'est parce que j'associe beaucoup la structure à la cohésion, au bonheur, à la famille, etc. Et donc je pense un premier travail sur les valeurs, nos propres valeurs, ça aide beaucoup à nourrir son why, son pourquoi. Ah, c'est bon, j'aime ça. Effectivement, écoute, c'est un auteur qui est une sommité. Moi aussi, je l'adore en termes de valeur, puis qui l'approche aussi de façon différente de ce qu'on peut lire un peu partout, qui va vraiment en dehors des valeurs de société, où souvent on reste en surface là-dessus. Parle-moi un peu, Romain, de trucs. Tu parlais pratico-pratique. Si tu avais trois choses à donner comme recommandation, que ce soit en termes de priorisation, en termes de planification, lever du matin, rituel. Y a-tu des choses particulières que tu aimerais partager ou des trucs concrets, stratégies, tactiques? Ouais. Il y a peut-être en fait, notre productivité, on va dire journalière ou même hebdomadaire, c'est toujours important qu'elle soit contextualisée dans quelque chose de beaucoup plus grand, à la fois en termes d'ambition, puis aussi en termes de temporalité. Alors c'est vrai que là, on a parlé de vision. Alors plus on voit loin, plus c'est facile parce que nos actions du quotidien, c'est un petit peu le baromètre, c'est est-ce que ça correspond à ma vision ou pas. Euh, on est très très fan des plans à 90 jours, trimestriels. Bon, pour la simple et bonne raison que c'est déjà énormément partagé dans des manuels d'entreprise. Nous, on est fan de Traction, notamment de l'iOS, qui se déroule sur 90 jours. Mais en fait, on a remarqué qu'un être humain, à 90 jours, c'est parfait pour avoir des objectifs relativement ambitieux et en même temps d'avoir le temps de les mettre en place. Et aussi, l'être humain, tous les 90 jours, il a besoin d'un petit reset. Parce qu'on parlait des habitudes, je ne sais pas si d'ailleurs c'est le même timing. Souvent, au bout de 90 jours, si on n'a pas réussi à, à construire le truc, à l'automatiser ou à créer une habitude autour de ça, en fait, on perd le pourquoi d'initialement on l'a lancé. Donc j'aime beaucoup, voilà, ce serait peut-être mon premier conseil, c'est d'avoir ces espèces de milestones à 90 jours. Euh, un deuxième conseil, euh, bon, on a déjà plus ou moins parlé, qui me semble assez évident, c'est de prendre soin de soi. Et je sais que pour l'entrepreneur, c'est pas la priorité, mais s'il y avait un seul truc aujourd'hui dans votre agenda hebdomadaire, ce serait de prioriser ces moments de ressources. Parce qu'après, derrière, en fait, c'est là où, tranquillement mais sûrement, on file vers une vie d'entrepreneuriale où on n'est pas heureux, où le burn-out peut être, c'est insidieux, mais et ça, faut avoir des alarmes parce qu'en tant qu'entrepreneur, Oui, c'est quelque effectivement. chose qui peut sauter. Et tu m'as dit trois, je sais pas, j'en ai deux là, je sais pas, Ah oui, j'ai pas de vas-y, troisième. trois ou quatre Romain, garde, on te laisse aller, là, c'est intéressant, c'est super intéressant. Euh, Je travaille beaucoup aussi, Romain. J'adore. Il y a tellement d'affinités. C'est toujours intéressant de parler avec des gens qui ont un peu à cœur le même public, puis le bien-être du même public, les entrepreneurs. Puis le plan 90 jours, moi aussi, je trouve que c'est tellement, tellement important d'avoir une clarté. Qu'est-ce que la définition du succès dans 90 jours? Donc, hmm. quand tu as la clarté, begin with the end in mind, comme disait Stephen Covey. Donc, je travaille beaucoup avec ça. Donc, je peux pas passer à côté que de mettre l'emphase sur ce que tu amènes, effectivement. Au quotidien, Romain, y a-tu quelque chose que t'es-tu partisan, toi, tu sais, on parle du 5 a.m. Club, les gens, il faut qu'ils se lèvent tôt, l'entrepreneur, il doit prendre son jus vert, il doit aller dans une douche froide. Tu sais, tout ce qu'on entend et qu'on voit un peu partout là, sur l'Internet. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Ça a pas mal changé moi de mon côté parce que j'ai fait partie de ce mouvement-là jusqu'à temps.
où j'ai des enfants en bas âge qui viennent complètement shifter le truc. Euh, mais en tout cas, moi, parce que ça m'arrive de me lever à 5 heures du matin. J'aime bien en fait le 5 à 7 avant que les enfants se lèvent. Mais c'est surtout quand j'ai besoin de périodes de focus. Et puis, je termine plutôt ma journée. Donc, c'est juste un shift, on va dire, de productivité. Par contre, moi, en fait, je suis tellement passionné par le truc, c'est que je me lève, hop, je vais travailler, quoi. Allez, il y a pas de, j'ai pas de morning routine, j'ai pas de méditation, ce genre de choses, parce que pour avoir essayé, ça m'a pas forcément apporté de choses bénéfiques. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Ah, t'as tellement raison, Romain. Puis je pense qu'il y a beaucoup, quand on est à la recherche un peu du hack ou du truc, c'est qu'on essaie un peu ce qui est très publicisé ou ce qui est très à la mode. Puis parfois, Hmm, j'appelle ça une forme sophistiquée de procrastination. Si tu médites pendant 15 minutes, tu lis pendant 20 minutes, tu vas marcher pendant une demi-heure, ben pendant ce tout-là, si tu n'as pas défini ton pourquoi aussi, c'est que tu es occupé le matin, mais tu ne fais pas nécessairement ce que tu devrais faire. hmm, Fait qu'il y a il y a tellement de travail à faire un peu partout. hmm. Romain, s'il y avait un conseil que tu aurais à donner à l'entrepreneur qui vit un peu de solitude, un ou deux conseils, qu'est-ce que tu aurais à suggérer? Trouver un groupe dans sa région, ça dépend en fait le degré que l'on souhaite avoir de bien-être par rapport à des groupes, mais rejoindre un groupe d'entrepreneurs, c'est clé, et peu importe le degré de maturité, parce que certains entrepreneurs me diront, oui, j'ai pas un business assez développé, etc., etc. Moi, je pense que la première solution, c'est si on travaille chez soi notamment, c'est d'aller dans un coworking. Rien que ce premier aspect d'être avec d'autres entrepreneurs. Alors, on n'aura pas forcément des entrepreneurs qui ont les mêmes aspirations, etc. Mais ça casse quand même en fait, c'est de casser la routine entre le pro et le perso. Parce que souvent, quand on est seul, on peut travailler de chez soi. Et en fait, juste le fait de se déplacer, d'avoir cet espace où on est chez soi et on est dans un monde professionnel, c'est déjà la première clé pour ne pas se sentir seul. Romain, en finale, ça passe tellement vite. Si je te laisserais un gros billboard le long de l'autoroute euh, que tu aurais pendant 6 mois, un an, qui serait réservé pour Romain, qu'est-ce que tu mettrais comme message pour les gens qui passeraient devant ce gros billboard-là? Je mettrais deux mots. Je mettrais énergie positive. OK? Je mettrais ces deux mots-là euh, parce que, à mon sens, ça répond à énormément de questions. C'est-à-dire que si on laisse les gens autour de nous toujours avec l'intention de les laisser avec plus d'énergie à la fin d'une conversation qu'au démarrage d'une conversation, et j'espère que ça aura été le cas dans cet échange ensemble, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Et pour moi, et même pour Squared, pour l'entreprise, c'est vraiment un indicateur. C'est-à-dire que même quand on reçoit quelqu'un dans nos programmes, qu'on a ce premier échange relationnel, on se pose toujours la question de se dire, est-ce que là, je suis dans une énergie beaucoup plus positive qu'au démarrage? Parce que quand on est, peu importe les personnes avec qui on va interagir, si on peut laisser dans une énergie positive, en fait, c'est un peu du karma, tout ça. C'est-à-dire qu'il va toujours des choses bien qui vont nous arriver derrière. Et, euh, et toujours aussi se demander à l'inverse, hein, c'est si quelqu'un nous met dans une énergie négative, est-ce que cette personne-là, elle mérite vraiment d'être dans ma vie? Ouais, absolument, tu as tellement raison. Faire le ménage de façon régulière à des gens avec lesquels on s'entoure, c'est tellement important. Puis de ne pas avoir peur Hmm. d'investir pour justement améliorer la qualité. Romain, dis-moi, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Ton site, es-tu présent sur les médias sociaux? Peut-être indiquer à l'auditeur comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Avec plaisir. Je pense qu'on peut, aller sur Instagram, on pourra retrouver Squared, Squared, .eu. On partage pas mal de choses autour des masterminds. Puis après, voilà, je sais qu'on est sur un podcast. On a aussi un podcast qui s'appelle Structure, dans lequel j'interviewe justement des entrepreneurs pour comprendre comment ils ont structuré leur activité pour pouvoir à la fois les libérer, mais aussi libérer tout le potentiel de croissance de leur boîte. Donc peut-être que c'est voilà sur Instagram et puis sur le podcast, c'est deux endroits pour démarrer. Super. Romain, je te remercie infiniment. J'espère que ça va déboucher peut-être sur des projets communs ou d'autres choses qu'on pourra travailler ensemble, parce qu'on a à cœur, comme on disait,
le même public et de rendre plus de liberté aux gens. Oui. Avec plaisir, Patrice. Merci, Romain.